Très heureux d'être ici, ça fait longtemps que j'étais invité, et puis étant donné qu'on s'est retrouvé avec Richard Emmanuel dans un jury littéraire il y a quelques mois ensemble, il a réussi à me convaincre, enfin il a été obligé de travailler beaucoup pour me convaincre de venir ici, mais au moins de faire la croix sur mon agenda, et je suis vraiment ravi d'être ici, de vous parler. En plus, c'était pas prévisible dans un contexte un petit peu particulier, mais je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler au fil de cette soirée, de vous parler non pas de science, je ne suis pas scientifique, je suis journaliste scientifique, mais il se trouve que j'aime les sciences et que je prends énormément de plaisir à diffuser la culture scientifique, du plaisir à le faire tout simplement, mais du plaisir aussi quant au contenu et à la nécessité, me semble-t-il, de diffuser cette culture scientifique aujourd'hui, plus que jamais. Ça fait 18 ans que je fais ce métier à travers différents supports. Il y en a un que vous connaissez sûrement, c'est ce fameux camion qui circule et qui a usé ses pneus sur les routes de France, d'Europe, et puis parfois un petit peu en dehors de l'Europe. Et puis à travers aussi d'autres émissions peut-être un petit peu plus divertissantes, d'autres supports aussi, la radio, la presse écrite. Donc voilà, je fais ce métier, ce job depuis 18 ans, et je ne m'ennuie pas. Et je sais que je ne m'ennuie pas parce que il y a un quart d'heure à peu près, on était dans un laboratoire, et ça fait pourtant 18 ans que je fais ce job, et bien même après 18 ans, j'avais des yeux grands ouverts et des oreilles grandes ouvertes, et je me suis dit, il y a un truc à faire. Voilà, et j'ai envie d'en savoir un petit peu plus et de raconter surtout, parce que je pense que les scientifiques ont de merveilleuses histoires, contrairement à ce que beaucoup pensent. Les scientifiques ont de merveilleuses histoires à raconter. La science, pour moi, c'est un terreau pour raconter des choses. Je dis souvent, et en particulier même, je pense la chimie, je dis souvent que la chimie, j'aime beaucoup parler de chimie, moi, dans les émissions, enfin pas de chimie, mais la chimie en particulier, c'est théâtral. Ça se raconte très bien, il y a toujours un début, une action, et puis quelque chose qui se passe, des protagonistes, il se passe quelque chose, et puis il en sort toujours quelque chose d'autre. Donc on est vraiment dans il y a de la dramaturgie, et je dirais dans toutes les disciplines scientifiques, il y a de la dramaturgie. Il y a un point de départ, des objectifs, des rêves, des hypothèses, et puis un résultat. Et ben voilà, et ben on a un support, le support parfait pour raconter une histoire. Voilà. Et pour la mettre en scène, l'enjoliver, et en faisant en sorte de rester juste. Mais voilà un support qui d'emblée ne peut qu'intéresser le public. C'est ma tâche quotidienne. Alors, sans effort, encore une fois, quand on prononce le mot tâche, on se dit, voilà, ça va être dur. Parfois, oui, c'est un petit peu dur de réussir à résumer des choses, de les comprendre aussi. Mais on sait qu'on acquiert tellement de satisfaction, et puis on prend tellement de plaisir à dire les choses quand on les a bien comprises, qu'on est... quand je dis on, parce que je parle au nom de toute l'équipe aussi qui fabrique cette émission, eh bien, qu'on est prêt à faire cet effort pour ensuite rendre tout ce plaisir que l'on a pris à comprendre, ce désir naturel de savoir, comme disent certains. Voilà. Alors, j'attends beaucoup de vos questions. Ce soir, comme je l'ai dit, et comme Richard Emmanuel l'a dit, je suis venu un petit peu en touriste. Vous connaissez l'émission, vous avez probablement quelques liens avec la science, ou si vous n'en avez pas à travers l'émission, peut-être que vous avez un peu d'intérêt à la regarder. Je suis là pour répondre à vos questions sur la manière dont on fabrique cette émission, sur, je vous le disais à l'instant, la nécessité, à mon sens, de divulguer la culture scientifique. Je vais juste, avant de répondre à vos questions, pour vous donner un petit peu les objectifs de toute cette pédagogie que l'on fait autour de la science, c'est justement que la science réintègre, moi je dis souvent, je l'ai dit il y a quelques instants devant une caméra,
l'objectif final, c'est que la science réintègre le panthéon de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore énormément tendance à mettre la culture scientifique d'un côté et puis la culture générale de l'autre. Je crois que la culture, la science, les disciplines scientifiques font partie de notre culture générale. Et, on n'a pas besoin d'être sculpteur, peintre pour aller au musée d'Orsay ou au Louvre. Eh bien, je pense qu'avec les sciences, ça doit être exactement la même chose. On n'a pas besoin de réfléchir quand on va visiter tel ou tel musée, tel ou tel monument. On le fait par réflexe, par ce réflexe d'envie de savoir, de connaissance. Eh bien, je crois qu'avec les sciences, il faut arriver à la même chose. Et pas seulement, je ne parle pas seulement pour les scientifiques, je parle pour le grand public, pour tout le monde. Je vais juste faire une petite parenthèse sur un événement qui revient chaque année, la fête de la science, dont vous avez tous entendu parler. Très souvent, on entend à la radio, dans les médias, dire « Ah, voilà, un événement qui est fait pour susciter des vocations. » Certes, mais je pense que là aussi, enfin moi à mon sens, on se trompe aussi un petit peu. Certes, c'est très bien de susciter des vocations, mais encore une fois, je considère que les disciplines scientifiques ne doivent pas être réservées à ceux qui vont devenir scientifiques. Je crois que pour que ceux qui vont devenir scientifiques soient justement entendus, il faut que tous les autres s'intéressent aussi aux sciences. Et on ne peut pas demander à tout le monde de devenir de grands scientifiques, de devenir des Pierre Gilles de Gennes, des Charpak, c'est impossible. En revanche, tout le monde peut s'intéresser à la science. Donc, il y a ces deux objectifs qu'il faut viser. Enfin, moi, que j'ai cette visée en permanence. Tiens, je vois une tête connue là-bas. Bonjour, jeune homme. Jérôme Bonaldi qui arrive Jérôme en Bonaldi. incognito. Voilà. J'en profite pour le voir parce que merci présent dans cette salle pour dire que l'émission C'est pas sorcier donc existe depuis 18 ans. Il va falloir pousser les murs. Voilà. C'est plus facile à la télé. Hein. Ouais. Mais parfois ça passe aussi devant. Et on recommence. Là je vais continuer. Je profite de la présence tout de suite de Jérôme, mais de toute façon ce serait sûrement venu au cours de la conversation. Si l'émission C'est pas sorcier a existé, c'est parce qu'avant C'est pas sorcier, il y a eu d'autres émissions. On est toujours les successeurs de quelqu'un et d'autres nous succéderont. Et si C'est pas sorcier a existé, c'est parce qu'il y a eu des prédécesseurs. Et parmi ces prédécesseurs qui ont joué un rôle très très important pour amener la science vers le grand public, il y a Jérôme avec son émission qui s'appelait Dis Jérôme. Voilà. Et avec laquelle je me suis nourri pendant de nombreuses années. Voilà, donc merci Jérôme. Voilà. Tu fais partie de ceux qui ont été, tu le sais, à l'origine de cette émission. Voilà. Et c'est bien parce que si je ne peux pas répondre à toutes les questions, tu seras là. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous écoute et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Bon, et bien écoutez. Est-ce que l'émission continue? Ah. Est-ce que l'émission continue? Elle continue au moins jusqu'au mois de juin. Voilà. Ça, c'est pas une nouvelle. Vous avez raison, c'est vrai. Mais Oui, on nous a dit, non, mais on on nous a dit que ça continuerait jusqu'au mois de juin. Il y a des commandes jusqu'au mois de juin. Après, on ne sait pas. Après, on ne sait pas. La chaîne a manifesté sa volonté que nous lui proposions autre chose. Et justement, si c'est autre chose, ce n'est plus l'émission. Donc, ou bien on réussit à fabriquer cette émission, ou bien on a les moyens nécessaires pour fabriquer cette émission au-delà du mois de juin, et elle continuera. Mais si nous n'avons pas les moyens de fabriquer cette émission, elle ne pourra pas continuer. Je veux dire, on ne peut pas avoir une Rolls au prix d'une de chevaux. Voilà, c'est pas possible. Alors, C'est pas sorcier ne vaut pas le prix d'une Rolls, hein, je vous rassure, mais c'est une émission qui
C'est vrai que c'est une émission qui coûte un peu cher, mais c'est une émission qui nécessite énormément de préparation. C'est une émission dans laquelle il y a des tournages extérieurs. C'est une émission dans laquelle moi j'ai des plateaux qui sont dans un studio. C'est une émission pour laquelle on a besoin d'images d'archives. C'est une émission qui nécessite beaucoup de préparation, entre 6 et 8 semaines. Donc tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça, sans argent. Il faut un peu d'argent pour faire une émission de qualité. Est-ce que j'ai répondu? Non. Ça va? J'ai pessimiste. Comment? Pessimiste. En télévision, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Donc, je garde de l'espoir. Je ne peux pas me résoudre à être pessimiste et c'est pas dans ma nature. Donc, j'ai de l'espoir. Tu dis 8 La semaines. météo est défavorable. Comment? La météo est comment alors? La météo est changeante. Non, je suis incapable de dire. Je suis incapable de répondre. Je ne peux pas savoir. Il y a une... Je sens qu'il y a malgré tout, de la part de la chaîne, un discours qui est un peu plus en faveur de la poursuite que ce n'était le cas il y a une semaine. Mais les jours à venir nous apporteront des réponses. Est-ce que la pétition y est pour quelque chose? Alors, la pétition a un énorme succès, puisque je crois qu'on a dépassé les 8000, même plus, on est près 9000, voilà, il y en a qui suivent, c'est bien. Donc, bah oui, enfin je crois que ce qui est... nous, ça nous a fait très très plaisir de voir avec quelle ferveur on était soutenus, de la part du public, de la part des enseignants aussi beaucoup, et puis de la part de la communauté scientifique. Parce que je crois que s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à cette émission, c'est de ne pas avoir servi la cause de la science. On a essayé d'être le plus juste, on a essayé de simplifier les choses, mais sans travestir la réalité scientifique, et d'accompagner la science pendant ces 18 ans. Et donc on a eu un beau retour là, qui nous a fait très très plaisir et qui nous a encouragés à avoir envie de continuer. Mais est-ce que l'émission a vraiment vocation à continuer? J'adore, c'est pas censé, voilà, comme tout le monde ici, mais ça fait quand même 20 ans que ça dure, il y a eu plus de 500 épisodes. Est-ce que vous voulez continuer? Vous avez raison, mais je crois qu'on aurait plus envie de continuer si j'étais rentré dans ce labo tout à l'heure et je m'étais dit quand est-ce que ça s'arrête, je n'aurais plus envie de continuer. C'est pas le cas. Donc je suis désolé. Je fais encore mon job et que je pense qu'on peut encore faire une émission. Il y a encore de la matière, beaucoup de matière. Vous savez, vous travaillez sur un sujet, enfin je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça bouge en permanence. Il y a en permanence des choses à raconter, des choses à expliquer. Est-ce que vous envisagez de faire des émissions sur les 2 chaînes nouvelles TNT qui sont sorties aujourd'hui? Sur les 6, il y en a au moins 2 qui ont un petit peu un caractère scientifique et tout au moins qui passeront les documentaires. Alors, je dirais que ça, c'est l'étape suivante. Pour le moment, on s'occupe du C'est pas sorcier qui existe et on va essayer de le faire durer tel qu'il existe là où il est. C'est le premier objectif. Après, on verra. Mais ce n'était pas dans nos priorités. Voilà. J'avais un autre élément de réponse, mais entre les 2 questions, Si, ce que je voulais dire, c'est que nous ne sommes pas accrochés comme les berniques à notre rocher. Moi, je conçois tout à fait qu'une émission s'arrête. Une émission, elle existe, et puis elle n'est pas destinée à durer ad vitam aeternam. Et à un moment donné, elle devra s'arrêter. On se le dit depuis, ça fait 18 ans, tous les ans, on dit demain, ça peut s'arrêter. Voilà. La seule chose que l'on dit, il faut assumer les choix qui sont faits. Donc si demain, on nous dit ça coûte trop cher, on arrête, ok, ça coûte trop cher, on arrête, mais il faut assumer ce choix. Est-ce que c'est ça la principale raison? C'est le coût? C'est le coût. On fait moins. Ouais. Oui, mais il y a un coût Il y en a combien par an? par rapport à une. On fait entre 25 et 30 émissions chaque année.
Et tu peux nous dire le coût d'une émission? Une émission aujourd'hui coûte entre 90 et 95 000 euros. Voilà. Pour un 26 minutes, c'est cher. Voilà. Mais c'est rediffusé, comme vous l'avez dit, certaines émissions sont rediffusées 10 fois, ont été rediffusées 10 fois avec autant de succès. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui dans le paysage, que ce soit radio, télé, journalisme, le papier, autour de la science? Autour de la science? Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé avoir cette idée et mettre ça en place. Ah, concurrent. Il y a de belles choses qui se font un peu partout. Moi, j'aime beaucoup, j'aime bien le principe de l'émission qui est diffusée en ce moment sur la 5. On n'est pas que des cobayes, qui est inspiré d'une émission américaine, Mythbuster. Je trouve que c'est ce que j'aime, c'est le principe, la mécanique, le concept. On a toujours besoin de nouveaux concepts et je trouve que amener à la science à travers une espèce de défi, je trouve que ça correspond bien à notre époque, c'est bien en phase avec ce qu'est le public aujourd'hui. Donc, mais comme dans tout, il y a une partie concept et une partie contenu. Le concept, je l'aime beaucoup. Et votre autre émission en prime time est terminée. Voilà, non, elle s'est arrêtée aussi. Voilà. Ah ben, les économies sont déjà faites puisqu'elle est arrêtée. Mais là, c'est peut-être plus normal, c'est des émissions qui durent moins longtemps en général en prime time, non? Oui, tout à fait, c'est une émission qui a duré 4 ans. Voilà, on s'est un peu amusé, on s'est même beaucoup amusé. On a réussi quand même, alors certes c'était beaucoup plus divertissant, enfin c'était très divertissant et c'était l'objectif, mais au final je me dis que divertir autour de la science et faire parfois 5 millions de téléspectateurs autour de sujets scientifiques, c'est pas trop mal. Voilà, ça permet aussi, c'est une façon de diffuser également. Mathieu Rouault, Doctéo, on recevait pour le premier invité du cycle de conférences Pierre Barthélémy. Ensuite, on a reçu hier Sylvestre Huette, qui chacun constatait la faible représentation de la science dans les médias, et eux parlaient de la presse écrite. Qu'est-ce que vous inspire ce diagnostic en ce qui concerne la télévision, et comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un paradoxe entre la demande de science qu'on peut sentir partout, en tout cas auprès de la population de manière générale, et la faible représentation de ces questions, de la question scientifique, des questions scientifiques, notamment à la télévision? Comment expliquez-vous ce hiatus? Il n'y a pas qu'une réponse, il y a plusieurs éléments de réponse. Je crois qu'il y a une demande, certes, mais je crois qu'il y a aussi je crois qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire autour de la diffusion de la culture scientifique. Il y a beaucoup, depuis 20 ans, enfin, moi je m'y intéresse que depuis une petite vingtaine d'années. On a fait beaucoup de chemin. Il y a eu à travers les espaces pédagogiques, l'espace Pierre-Gilles Lejeune par exemple, les CCSTI, tous ces sites de vulgarisation pédagogique ont fait un gros travail. Mais c'est pas encore fini. Et je pense que le public est demandeur, mais quand ces émissions sont à l'antenne, il n'y va pas forcément. Donc, encore une fois, je crois qu'il y a un gros travail de fond à faire sur l'intérêt même des sciences. Tout à l'heure, je vous disais, il faut que ça devienne un réflexe. Aujourd'hui, je pense qu'on en est encore, tiens, on va aller à telle expo parce que ça peut nous intéresser. Il faudrait que ça devienne un réflexe. Et encore une fois, je vous dis, on a fait beaucoup de chemin depuis 20 ans, mais je crois que il faut encore distiller la culture scientifique, mais dès le plus jeune âge. Ça commence, je pense, à la maternelle, ça se poursuit au primaire, ensuite au collège et au lycée. Mais
je crois qu'il faut que ces éléments de culture scientifique soient diffusés plus tôt et continuent à l'être. Et je pense aussi que, à mon sens, ces éléments de culture scientifique doivent aussi s'adresser, je le disais tout à l'heure en préambule, à la science pour tous. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans notre système, les disciplines scientifiques sont un outil de sélection. Et on est encore dans une société où les bons vont vers les sciences et les moins bons ne vont pas vers les sciences. Or, je crois qu'à un moment donné, quand on passe à la phase de communication, très souvent, ce sont des non-scientifiques qui deviennent des communicants. Et c'est très difficile, je pense, pour des communicants qui ont été écartés de certaines orientations parce qu'ils n'étaient pas scientifiques, de devenir, par la suite, les chantres des disciplines scientifiques. Donc, c'est l'une des raisons. Je l'ai dit, il y en a une multitude. Après, pourquoi je pense qu'il y a aussi toujours un effort de vulgarisation à faire. Il faut aussi que... mais tout cela est lié. Est-ce que nos dirigeants dans les chaînes et ailleurs aiment les sciences? Je discutais avec Bernard Werber, qui a été journaliste scientifique dans un journal que je ne citerai pas, et juste avant de quitter le journal, il discutait avec le directeur de ce journal, qui lui a dit mais monsieur Werber, moi la science c'est pas mon truc, ça m'intéresse pas. Et Bernard Werber lui a dit c'est dommage, vous ne devez pas lire votre journal parce qu'il y a au moins 2 unes sur 3 qui sont quelque part liées à une thématique scientifique. Donc il y a, je pense, un gros travail de fond toujours à faire. Tout ça est très intéressant. Je pense aux élites françaises. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les élites françaises, globalement, sont plutôt littéraires ou juristes, et donc n'ont pas ce réflexe scientifique, et puis ils traînent évidemment une idée dans le grand public. J'étais mauvais en maths, etc. Donc maths égale science, donc comme j'étais mauvais en maths, science, etc. Donc ça c'est un constat de fait. Bon, alors il ne faut peut-être pas lancer une croisade pour que nos élites soient de plus en plus scientifiques, mais pourquoi pas, bien sûr. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, depuis une vingtaine d'années, enfin peut-être pas autant, mais plus de 15% des étudiants à l'université abandonnent la physique. Bon. Et puis, de l'autre côté, enfin, moi je pense qu'ici il n'y a que des scientifiques. Alors je parle évidemment avec un auditoire convaincu. Et quand on voit qu'un certain nombre aussi d'étudiants des grandes écoles, ils ne sont pas très nombreux, enfin, bon, mon expérience personnelle, puisque j'étais proviseur adjoint d'un lycée de Paris avec des classes préparatoires scientifiques, avant ma retraite, j'avais un certain nombre d'étudiants qui revenaient après être passés par Polytechnique ou ailleurs, qui venaient nous faire signer des traductions en anglais de leurs bulletins pour aller faire de la finance internationale, etc. Donc on touche au problème du statut du scientifique dans notre société, il n'est pas payé, etc. C'est un peu comme le prof. Alors ça doit jouer aussi, je pense. Moi je pense qu'il y a ces 2 éléments, me semble-t-il. J'y comprends rien aux maths. Alors peut-être qu'il faut trouver des émissions, mais c'est ce que vous faites parfaitement avec un autre titre. La science pour les nuls, ou je sais pas quoi. Bon, vous savez, c'est un succès fou, ça. L'informatique pour les nuls, etc. Hein, je crois que cette vulgarisation-là est absolument indispensable. Je crois qu'il faut qu'on continue. Moi, j'ai pas vu la pétition passer parce que je ne regarde pas trop la télévision. Je fais J'en ai sur le web. C'est sur le web. Ouais, absolument. Bon, à la télévision, il n'y est pas trop. Je sais pas trop. Bon, c'est sur le web. Oui, bon. Sur le web. Vous la laissez ouverte, j'espère. Ah ben tout à fait. Voilà. Ouais. Voilà quelques... Mais nous n'en sommes même pas à l'origine, ce sont des fans qui sont à l'origine de cette pétition. C'est sous quelle forme? C'est un compte Facebook? Vous faites souvent c'est pas sorcier. Parce que ces 2 raisons-là vous semblent pertinentes, à savoir, bon, en même temps une admiration et un projet des mathématiques, parce que c'est bon pour moi, etc. Oui. Donc la science, on fait l'adéquation entre maths, où j'ai jamais rien compris, et puis etc. Et puis aussi le fait que, à l'autre bout de la chaîne, pour des carrières élevées, etc., à fort taux financier, les scientifiques ne sont pas dans le même panier. Ce clivage existe manifestement, et c'est aussi, pour ça, quand je vous dis le travail de fond, je pense,
énorme, c'est aussi parce que comment sont envisagées les sciences à l'école. Je pense que au collège et au lycée notamment, elles sont assez souvent, même pour ne pas dire la plupart du temps, envisagées comme un outil et non pas comme une discipline entre guillemets éclairante. Et c'est en cela que je dis, c'est pas parce qu'on est mauvais en maths à l'école ou en physique qu'on doit abandonner tout apport de connaissances en sciences. Parce que la science, quoi qu'on en dise, c'est une... Je ne suis pas scientifique, je vous l'ai dit, et j'aime les sciences. On peut aimer les sciences sans être capable de résoudre une équation à deux inconnus. Voilà. Donc, c'est là où il y a quelque chose, il y a une bascule à faire. Il faut éviter absolument ce clivage. Et à un moment donné, la science devient... Ce n'est pas qu'un outil. Elle peut l'être, mais ce n'est surtout pas que ça. Et il faut réussir à maintenir cet intérêt, cette appétence pour les sciences. Puisque vous parliez de dirigeants et autres, il y a aussi quelques scientifiques parmi eux, mais il n'y a pas d'appétence. Et s'il n'y a pas d'appétence, on ne peut pas donner envie, on ne peut pas diffuser ensuite cette envie d'aller vers les sciences. Est-ce que vous pouvez nous révéler quelques secrets pour être un bon médiateur scientifique, justement? Je crois que la première des choses, c'est d'aimer ce que l'on fait. C'est la première des choses. C'est de prendre plaisir, quand vous êtes devant un scientifique et qu'il vous raconte quelque chose. Tout à l'heure, on était avec Jérôme, j'ai oublié son nom, et le laboratoire pour lequel... Libet. Oui, et son laboratoire? Son laboratoire? LCMD. Ce qui veut dire... Colloïdes et matériaux divisés. Colloïdes et matériaux divisés. Merci beaucoup. Et bien, quand j'étais dans ce laboratoire et que je l'écoutais, c'était passionnant. Et ce qu'il me racontait, il me racontait une vraie histoire. Et quelque chose qui était tout à fait compréhensible et quelque chose qu'on sentait bien que ça pouvait être divulgué. Je crois qu'à partir de ce moment, ça c'est le b.a.-ba. Prendre plaisir à écouter, prendre plaisir à apprendre. Et ensuite c'est avoir suffisamment d'imagination pour pouvoir retraduire ça, le digérer, le retraduire. Se mettre aussi à la place du public. C'est pour ça que moi j'aime bien faire ça, parce que je ne suis pas scientifique. Donc quelque part, je me mets à la place du public et j'ai des connaissances de base. Donc je sais que quand je vais expliquer, eh bien, je me mets au niveau. Je me mets au niveau du public. Et d'ailleurs, je crois qu'une partie de l'adhésion des gens qui aiment C'est pas sorcier, c'est aussi très fortement lié à Fred et Jamie, au personnage. Et comment est-ce que vous avez créé ces personnages-là? Parce que j'imagine que ça a été une vraie réflexion. L'ADN, comment vous l'avez conçu? On s'est tout de suite dit, par rapport à ce qui existait précédemment, on s'est tout de suite dit, il faut qu'il y en ait un qui soit dehors, qui voit, qui observe, qui se pose des questions, et puis un autre qui soit sur la paillasse et qui explique. Et on est dehors, on voit quelque chose, on essaie de l'expliquer avec les éléments que l'on a sous les yeux, et puis quand on n'y arrive pas, pour avancer, eh ben, on va vers la paillasse, on donne une explication, et puis on continue notre histoire. Et je parle depuis le début, je vous parle beaucoup d'histoire, mais je pense que ça c'est... La narration est importante. Quand on vient passer un message, la narration est très très importante. Et donc nous, l'émission dure 26 minutes, on a une vraie narration, on a un point de départ et une arrivée. Et puis on va avancer petit à petit. Alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, et ça rejoint peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça correspond à la télé d'aujourd'hui? Ça a 18 ans, c'est une façon de faire qui peut évoluer. Les personnages, après, qui fait quoi? Ça s'est fait un petit peu au hasard. Je crois qu'à ce moment-là, Fred avait très envie de sortir. On travaillait ensemble depuis quelques années déjà. C'est moi qui étais dehors et c'est lui qui restait sur Paris. Et Fred avait très envie de sortir. Et puis moi, c'était un moment où j'avais plutôt envie de me poser. Je voulais même me poser pendant 2 ou 3 ans, pour tout vous dire. J'allais être papa et je me suis dit, tiens, bah, si je me pose pendant 2 ou 3 ans, ce sera pas mal. Voilà. Voilà. C'est parti un peu comme ça, mais bon, c'est anecdotique ce que je vous raconte, mais je crois que ça correspond aussi
sûrement à des envies, à des tempéraments. Moi, depuis que je fais ce métier, j'aime bien décortiquer les choses. Même quand j'étais, avant de faire C'est pas sorcier, et avant de faire une émission scientifique, quand je faisais un reportage, un documentaire, j'aimais décortiquer les trucs, j'aimais partir d'un truc compliqué et en démonter les rouages, et même quand ça n'avait rien à voir avec la science, mais comprendre les tenants et les aboutissants, comment tel élément influait sur tel autre, etc. etc. Voilà, j'aimais bien ça, j'aimais bien décortiquer et expliquer les liens qu'il y avait entre tous les éléments. Donc c'est venu assez naturellement dans le personnage en fait. C'est venu assez naturellement. Ouais. Et puis je pense aussi, Fred aime bien aussi interviewer, aller au contact des gens. Donc voilà, on n'a pas forcé la nature. Vous vous êtes rencontrés pendant vos études ou... Non, on s'est rencontrés en 1988, 89 pardon. Et Fred était rédacteur en chef d'une chaîne de télévision qui s'appelait Canal Santé, qui était une chaîne qui était destinée à un public de profession de santé. Voilà. Et dans le même type de question, la venue de Sabine, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a été motivé par quoi? Je ne sais pas s'il participe encore à l'émission. Ça participe toujours. Il y avait des raisons peut-être politiques derrière, de féminiser un peu la science. Absolument pas. Pas du tout. Sabine est arrivée, elle était journaliste sur l'émission, et il y a 12 ans, parce qu'elle est arrivée en 2099. À l'époque, on avait plus de moyens, parce qu'on tournait, nos tournages extérieurs étaient un peu plus longs, et Fred passait son temps en tournage extérieur, puisqu'il avait 3 à 4 jours de tournage extérieur, et il passait son temps en tournage extérieur, il revenait, on bossait sur les scénarios, enfin, il vivait plus, et il y a eu un moment où il a dit il faut que je souffle, et Sabine est arrivée à ce moment-là. Elle est venue se greffer au tandem. Voilà, c'est juste pour ça. Qui est Marcel? Est-ce que c'est son vrai nom? Oui, Marcel existe. Il a un visage, en vrai. Marcel a un vrai visage. Alors, c'est son vrai nom. Non, il s'appelait pas Marcel au départ, mais depuis... c'est pas de bol. Voilà, il s'appelle Marcel. Voilà. Il y a un Marcel. Voilà. Mais c'est quoi son rôle? Alors, dans l'émission, vous aurez sûrement remarqué qu'il y a un ingrédient qui a sûrement fait une part du succès de cette émission, ce sont les maquettes de l'émission. Alors depuis le début de l'émission, on a un maquettiste, toujours le même, qui s'appelle David Mahé, qui est un petit génie, travaillait déjà avec Jérôme à l'époque, et donc il nous accompagne depuis le tout début. Donc David fabrique les maquettes, mais quand on tourne les émissions, il faut les manipuler, il faut les bouger, il faut les manipuler. Alors au début c'est David aussi qui était avec moi sur le plateau qui les manipulait, mais au fil du temps, comme il avait lui aussi pas mal de boulot sur le plateau pour réajuster la maquette avant la séquence et tout ça, il y a un machiniste qui faisait partie de l'équipe qui a pris le relais de David et qui se planquait sous l'établi, qui était pas loin, qui tirait sur les ficelles, hein, voilà. Et comme au début de l'émission, on avait toujours ce gimmick roule Marcel ou chauffe Marcel, hein, et ben voilà, petit à petit, le prénom lui a collé à la peau et c'est devenu notre Marcel. Voilà. Comment sélectionnez-vous les sujets de vos émissions? Alors à partir de, il y a plusieurs critères pour faire une émission. Alors on songe bien sûr, quand on fait une émission, on se dit il faut qu'il y ait des séquences extérieures qui soient suffisamment fortes, sur lesquelles Fred ou Sabine puissent faire des choses, montrer des choses, on puisse avancer, on puisse... il faut de l'image. Il faut qu'il y ait des choses à expliquer. Et puis, des développements aussi pour des petits sujets qui accompagnent l'émission. Ce sont les ingrédients de base. Et après, on choisit des sujets qui sont plutôt dans l'air du temps.
ne fait pas d'actualité chaude, parce que vous l'avez compris, l'émission est assez longue à préparer, hein, on dit souvent entre 6 et 8 semaines pour préparer une émission. Donc, et puis on aime bien, nous, traiter un sujet quand le sujet peut avoir été dans l'actualité, nous on aime bien le traiter 2-3 mois après, quand, je dirais, il y a plus il y a moins d'émotions autour du sujet et qu'on peut plus rentrer dans le fonctionnement des phénomènes. Les gaz de schiste, vous pouvez les traiter ou je ne sais pas si ça a été fait. Tout à fait. Non, mais alors les gaz de schiste, c'est un sujet que c'est un sujet que l'on souhaite aborder, et si le Dieu du PAF nous prête vie, eh bien, je pense que nous l'aborderons. Alors, c'est pas un sujet qu'on peut traiter totalement en France. Il n'y a pas d'exploitation des gaz de schiste aujourd'hui. C'est un sujet qu'on peut traiter en partie, parce que la question se pose. Si on veut le traiter, si on veut rentrer dans les mécanismes et dans tout ça, il faut soit aller en Europe de l'Est, soit aller aux États-Unis. Alors on a prévu sur notre carnet de voyage, on a mis, on souhaite aller faire une série d'émissions aux États-Unis, on souhaite, si l'on va faire une série d'émissions aux États-Unis, traiter ce sujet. Et on l'abordera plus pour la partie fonctionnement et puis résultat là-bas, et puis avec bien sûr un écho sur ce qui se passe ici en France. Est-ce qu'il y a une validation par un scientifique ou quand on a... Alors, on n'a pas de collège de scientifiques, parce que, vous le savez très bien, la science aujourd'hui, elle est multiple. Et je crois que si on avait un collège de scientifiques, les meilleurs soient-ils, je ne suis pas convaincu qu'ils puissent être spécialistes de toutes les questions que nous abordons. Donc nous, on préfère, à chaque sujet, trouver les bons spécialistes, qui sont parfois pas que des scientifiques purs et durs, parfois des techniciens, des ingénieurs. Voilà. Et donc on s'adresse aux spécialistes du sujet que l'on traite. On parle d'argent public, mais il y a aussi l'argent privé. Quand vous faites quelque chose sur les pneus, je ne peux pas imaginer que ça n'intéresse pas personne. Et les gaz de schiste Total devraient pouvoir... c'est de l'argent sous une forme ou sous une autre, peut-être des spécialistes. Oui, mais l'émission a toujours voulu garder son indépendance. Et ce n'est pas le meilleur moyen, je pense, pour pouvoir écrire un scénario en toute liberté que d'aller frapper à la porte de Michelin ou de Total pour traiter une émission sur ce sujet. Et on tient à garder, parce que ce sont des sujets sur lesquels il y a des polémiques, et on tient à garder notre indépendance totale. On a fait une émission sur les OGM, par exemple. On n'est pas allé chercher Monsanto pour financer l'émission. On a fait notre émission, mais là on était content, c'est qu'on a fait l'émission, et qu'à la suite de cette émission, on a reçu des lettres de félicitations tant d'anti-OGM que de pro-OGM. Donc, on souhaite continuer à travailler comme ça. Il faut obtenir des autorisations de tournage, parce que vous êtes souvent sur des sites comme le Marais. Oui. Mais je dirais que la longévité et la crédibilité de l'émission nous ont beaucoup aidé à pouvoir entrer là où parfois c'est un peu difficile d'entrer. On a été, moi je me souviens, quand on avait fait les premières émissions qu'on avait fait sur les centrales nucléaires, l'émission existait déjà depuis 2 ou 3 ans, il y a un directeur de centrale nucléaire qui nous a vu devant la caméra parce qu'il savait ce qu'on avait expliqué auparavant. Et qui n'a pas hésité à nous dire une centrale nucléaire c'est dangereux. Et parce qu'il savait ce qu'on avait expliqué auparavant. Son propos n'était pas amené comme ça d'un seul coup brut de décoffrage. C'est qu'avant il y avait eu des explications et qu'on savait exactement là où était le danger et qu'il y aurait un développement derrière son propos. Est-ce que le concept de l'émission a été donné à l'étranger aussi? Est-ce qu'il a été fait à l'étranger? Alors, nos différents producteurs successifs ont essayé de le vendre. Parce qu'en général, ça ne se donne pas. Ils essaient de le vendre. Quelles auraient fait des ressources supplémentaires pour l'émission.
Le concept n'a jamais été vendu, l'émission a été vendue telle qu'elle est, c'est-à-dire Fred, Sabine et moi, les émissions fabriquées telles qu'elles le sont. Et l'émission a été achetée par différents pays francophones, bon, la Belgique, la Suisse bien évidemment, mais le Canada l'a acheté à une époque, l'a diffusé à une époque. Le Japon a diffusé aussi l'émission, elle était sous-titrée. Ce sont les Chinois qui ont fait le meilleur travail dans ce sens-là, parce qu'on a été réellement doublé sur la chaîne CCTV12. On a été doublé. Donc, voilà. Donc je parle mandarin couramment, c'est intéressant. Voilà. Mais le concept en lui-même n'a jamais été vendu. D'abord parce que je crois que quand on vend un concept et quand on vend une émission, c'est ce qui se passe avec certaines émissions de télévision, Fort Boyard par exemple, où voilà, les équipes de différents pays se succèdent les unes aux autres. C'est pas sorcier, c'est un peu délicat parce que toutes nos informations, toutes les informations qu'on donne, elles concernent quand même très souvent l'Hexagone. Donc, il y aurait un gros travail de réadaptation à faire pour un pays étranger. En ce qui concerne mes séquences, je crois qu'il n'y aurait pas trop de problèmes, mais pour les séquences de Fred ou de Sabine, ce serait un peu plus difficile. Donc, c'est pas un produit qui est facile à vendre. Est-ce que vous avez une émission préférée ou des tournages qui vous ont particulièrement marqué? Oui, il y en a eu plein. Et c'est très difficile. On a fait 550 émissions et c'est difficile de dire quelle émission on a préférée. Et en plus, tout dépend sous quel angle on se place. Si Fred était là, il vous parlerait des émissions qu'il a faites avec les requins, celles qu'il a faites avec les pilotes de chasse. Moi, dans le camion, c'est un peu plus calme. Voilà. Ça dit, de temps en temps, il m'emmène avec lui dans ses valises. Et on a eu la chance, et il raconte aussi une super émission, et on avait fait une émission sur les cétacés, sur les baleines et les cachalots. Et sa rencontre avec une baleine à bosse et un cachalot, c'est pas mal non plus. Voilà. Mais on a fait sur une émission, et ça restera un souvenir gravé ad vitam aeternam, on avait fait une émission sur les volcans, toute une série d'émissions sur les volcans, et une sur l'Etna, et c'est il y a 10 ans. Et on a eu la chance d'assister pendant le tournage au réveil de l'Etna, donc de passer une nuit entière à 500 mètres du cratère qui était en pleine éruption. Et voilà, on est resté de minuit jusqu'à 7 h du matin et on a assisté au paroxysme de l'éruption. C'est un moment extraordinaire parce qu'on était avec un volcanologue qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, Jacques Durieux, et on était à 500 mètres du volcan et le cratère faisait lui-même 500 mètres de hauteur. On voyait des blocs de lave qui partaient en hauteur, alors on nous expliquait que c'était aussi gros que notre camion. Des trucs de 30 tonnes qui partaient comme ça, on a l'impression que ça flottait dans l'air. Et puis au moment du paroxysme de l'éruption, il y a une fontaine de lave qui grimpe jusqu'à 500-600 mètres de hauteur. Donc elle est plus haute même que le cratère. Donc vous êtes à 500 mètres du cratère, le cratère fait 500 mètres, et vous avez cette fontaine de lave. C'est un truc terrible, terrible. Il y a le son, il y a l'odeur, il y a la chaleur, c'est extraordinaire. Voilà. L'ingé son m'a fait, l'ingénieur du son m'a fait un DVD du son de l'éruption. Et souvent je le mets à la maison. C'est super apaisant. On a le bruit c'est pas violent du tout. On a l'impression d'un corps qui vit. Au niveau de toutes les connaissances scientifiques que vous partagez là, lors de l'émission, vous allez les chercher ou vous les amène et vous les apprenez et vous les rediffusez? Alors, l'émission elle se fabrique, évidemment, il y a toute une équipe qui travaille avec nous, il y a des journalistes, certains journalistes scientifiques qui travaillent avec nous. Les premières, les 7 ou 8 premières, on les a construites tous les deux avec Fred, et puis au bout d'un certain temps, on ne pouvait pas
pouvait pas bien sûr fabriquer les émissions et les présenter et tout faire. Donc il y a une équipe qui travaille avec nous, de journalistes. La fabrication d'une émission, ça se passe en plusieurs temps. On choisit le sujet, on le confie à un journaliste qui va enquêter, qui va ramener un certain nombre d'informations. Ensuite, ensemble, on essaie de bâtir une première architecture de l'émission, d'aiguiller aussi le journaliste vers dans des directions vers lesquelles il n'est peut-être pas allé, où nous, on souhaiterait, au vu de ce qu'il nous raconte, aller plus dans une direction ou dans une autre. Et puis, le scénario évolue un petit peu comme ça. Ensuite, il y a un réalisateur qui se greffe à l'équipe, qui va aller avec le journaliste faire des repérages pour essayer de mettre tout cela en image. Et puis, on bâtit le scénario final, dans lequel mais ça se fait tous ensemble, dans lequel on détermine les séquences, précisément les séquences extérieures, les séquences de Fred, ce qu'il va y faire, ce qu'il va voir, comment les intentions du réalisateur, comment il envisage tourner ceci ou cela, les manips, ce qu'on va y expliquer, la question à laquelle on va répondre, on va raconter comment on va passer de la séquence de Fred à la séquence Fred+, ce qu'il y a entre les deux, pour bien comprendre le passage et pouvoir aller plus loin. On détermine aussi les sujets qu'on va développer dans le sujet. Et puis quand tout cela est fait, Fred part en tournage, et parallèlement, avec le maquettiste, on détermine le contenu de la manip, le contenu outil. Quelle maquette on va utiliser, à quoi elle va ressembler, de quoi on a besoin. Tiens, j'ai besoin, je veux expliquer comme la formation des stalactites, donc tu vois, il faut absolument que tu me fasses quelque chose qui ressemble à un sol un petit peu calcaire, karstique. Il faudrait qu'on voit faudrait qu'il y ait un nuage, qu'on voit la pluie tomber, et puis il faudrait qu'ensuite j'ouvre un truc, qu'on voit ce qui se passe, que le calcaire est dissous, et puis donc on liste avec David tous les éléments dont on a besoin. Et pendant cette réunion, il y a des crobards qui se dessinent, qui s'élaborent. Ensuite, David, lui, va cogiter tout ça, et il va nous faire et les planches sont magnifiques d'ailleurs, un dessin de la maquette, souvent à la gouache, c'est superbe. Et puis on fait des petites rectifications quand c'est nécessaire. Donc il y a la partie fabrication des maquettes. Fred et moi, nous écrivons nos séquences à partir des informations que l'on a. Et ensuite, on fait vérifier nos séquences, toujours. Bon, quand on a un doute, il y a certaines choses, non, ça va un petit peu, mais dès qu'il y a un doute, on fait vérifier tout ce que l'on dit. Et puis, donc Fred tourne ses séquences, je lui dis on fabrique les maquettes, et ensuite moi je tourne les miennes. On assemble l'émission, on met la bande son, les commentaires de la petite voix, et voilà, on arrive comme ceci, après 6-8 semaines de travail, à une émission prête à diffuser, comme on dit dans le jargon. Mais 25 par an, ça fait un rythme très... Vous savez qu'on travaille en permanence sur plusieurs sujets en même temps. Alors, il nous reste 5 minutes avec Jamie avant qu'ils ne doivent passer dans l'amphithéâtre qui est en face. Donc profitez-en. Hein. Qu'est-ce que deviennent les maquettes une fois que l'émission est passée? Alors, il y en a que l'on garde. Il y a de très belles maquettes que l'on garde. Alors, je crois que toute l'équipe a chez lui 2 ou 3 maquettes comme ça qui j'en ai dans mon salon, j'en ai dans la chambre de mes enfants. Et on les garde. Il y en a une partie, on ne peut pas toutes les garder. Ça fait un paquet. On en recycle une part. Il y a des matériaux. Alors, on ne recycle pas la maquette entière. Il y a des maquettes qui nous ont servi plusieurs dizaines de fois. Mais il y en a d'autres, on va recycler seulement le bois, des éléments qui pourront nous servir pour une autre démonstration. Et puis malheureusement, il y en a une grosse partie qui part à la déchetterie. Voilà. Alors, on a souvent proposé aux enseignants de les récupérer.
mais ce sont des maquettes qui sont faites pour être filmées, donc la partie qui est filmée est magnifique, mais l'envers des décors, en revanche, c'est autre chose. Donc à chaque fois qu'on les a offertes, quand les enseignants voyaient ce qu'il y avait derrière, ils disaient « mais on peut pas ». Je dis « bah non ». et puis après, l'autre question, elle dit « mais oui, mais comment ça bouge là, le truc ?» J'ai là, comment ça bouge, il faut mettre une seringue, et puis il vous faut Marcel. Mais Marcel, je ne le donne pas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à les donner, mais très souvent, il y a un petit peu de déception quand on reçoit la maquette. Est-ce que vous prenez l'avis de vos enfants pour, Non. Non, parce que je pense que c'est pas une bonne solution. Parce que mes enfants, ils me connaissent, parce que je ne me suis jamais basé sur la vie de mes enfants. Le tout premier plan aérien du camion, oui. Il est tourné où? À votre avis? En Bretagne, comme ça. Mais Alors on avait deux solutions, deux possibilités. Il y avait la Bretagne, avec les monts d'Arrée, et puis il y avait l'Aubrac. Et on a tourné en juillet, et pas de chance, il pleuvait en Bretagne. C'était dans l'Aubrac. L'émission, elle appartient à qui, en fait? Bon, quelqu'un qui décide d'arrêter. Alors, l'émission, il y a des auteurs du concept. Il y a 3 auteurs. Il y a Fred, il y a Bernard Gonner, qui est un réalisateur, qui est à l'origine du camion. C'est lui qui a eu l'idée du camion. C'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'un des plus jeunes ne se souviendront pas dans la salle, il y avait une émission qui était diffusée sur Canal. Ça a été l'un des réalisateurs, le réalisateur de Jérôme, Bernard. Toujours d'ailleurs. Voilà. Et il faisait une émission qui s'appelait Le Plein de Super, avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Et ils étaient dans une grosse bagnole américaine. Et un jour, en discutant avec lui, il parlait de cette émission, et puis il s'est dit « Ah mais tiens, on pourrait... puisqu'on cherchait un endroit où faire les manifs. » Parce que c'est bien d'aller... On voulait, tout à l'heure, quand on a parlé de l'origine de l'émission, il y avait aussi un truc qui était important, j'ai oublié de dire, vous voyez, on oublie. C'était aussi d'aller là où se déroulait la science. On voulait être là où ça se passe, et en plus expliquer. Donc, et au début, on avait beaucoup de difficultés. On se disait, oui, mais attends, il y en a un qui va être là-bas, il y en a un autre qui va être dans un labo. Et Bernard a eu cette idée de, on va faire un labo ambulant. Voilà, donc il a eu l'idée du camion. C'est le nom qui était conduit par Marcel. Qui était conduit par Marcel. Voilà. Mais figure-toi que j'ai retrouvé le script de la première émission. Et dans le script de la première émission, il ne s'appelle pas Marcel, il s'appelle Henri. Et au dernier moment, j'ai dit Marcel au lieu de dire Henri. Une chance. Marcel habite Beuzeville. Voilà, exactement. Et vous filmez vraiment dans le camion? Alors, la question qu'il ne fallait pas poser. Le camion existe. Je vais faire la réponse que je fais souvent aux enfants. Mais non, mais c'est parce que c'est bien, il faut une part de rêve. Le camion existe, mais nous ne l'utilisons pas tout le temps. Voilà. Il est revenu depuis un mois, parce qu'on est rendu à la 3e version de C'est pas sorcier. Il y a eu donc ce grand établi, il y a à peu près un an, on a changé de formule, on m'a fait sortir dehors aussi. On n'y retrouvait pas nos... Moi j'étais très déçue. Voilà. Ça se voit sur votre visage. Alors pour vous rassurer, et profitez-en, depuis un mois, le camion est revenu, un nouveau camion. Voilà. Et dans le générique, c'est encore un vrai camion ou c'est Alors, de nouveau? c'est toujours un camion virtuel dans le générique, en espérant qu'on aura un nouveau générique, on ne sait jamais. Je parlais d'espoir. Je suis un grand naïf, mais parfois ça fait du bien. Je dors mieux comme ça. Et voilà, on a retrouvé un camion qui est un super décor. Très très bien. Pour faire ce que l'on fait, très 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 bien. Parce que ça a évolué. On a changé de camion aussi parce qu'à un moment donné, vous avez vu, on avait une espèce de visio, c'était totalement désuet. En 95, c'était bien parce que ça n'existait nulle part, mais aujourd'hui, tout le monde a ça. Voilà. Et c'est plat maintenant. Voilà. Et on a ça à domicile et ça marche avec son téléphone. Et, voilà. Donc il fallait bien qu'on évolue un petit peu. Donc vous me parliez, oui, de l'émission à laquelle elle appartient. Il y a 3 auteurs qui sont propriétaires du concept.
et qui cède les droits d'exploitation de ce concept à un producteur pour une certaine durée. Voilà. Et aujourd'hui, le producteur, c'est une société qui s'appelle MFP, qui est une filiale à 100% de France Télévisions. Donc eux peuvent décider d'arrêter de produire des nouvelles. Tout à fait. Mais après, le concept peut être revendu. Alors après, il faut lire toutes les clauses de cession et tout ça. Il y a une multitude de cas. Voilà. Mais le jour où on en sera là, c'est pas moi qui m'en occuperai. Bien, je dois vous l'arracher.